Eh bien, bonjour pour cette nouvelle session. Je reçois Joachim Jussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche à M-Valor à l'Institut Arts et Métiers de Chambéry. Et Christophe Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur pédagogique à l'Institut Arts et Métiers de Chambéry. Et avec vous deux, on va parler d'éco-conception au service d'une industrie circulaire et soutenable. On va aussi beaucoup parler finalement de l'Institut de Chambéry et savoir ce qui se passe derrière vos portes. Alors je vous écoute un petit peu sur cette présentation qu'on a voulu un peu académique, mais il y a tellement de choses à dire qu'il faut vraiment structurer. Allons-y. Sur l'Institut Arts et Métiers à Chambéry, on est d'abord sur un institut de recherche et de formation. Donc on a aujourd'hui accueilli sur l'année scolaire qui vient de s'écouler, là 125 apprenants. Et la particularité aujourd'hui, c'est que 98 d'entre eux sont en alternance. Donc on travaille véritablement à les faire monter en expertise, mais toujours en lien avec une expérience au sein des industries. Nos thématiques, l'Institut de Chambéry, son point fort, sont les enjeux environnementaux. L'application, la mise en œuvre des enjeux environnementaux dans les industries et aujourd'hui sur les territoires également. Voilà. 1500 mètres carrés, petit institut finalement. On est en train de pousser un peu les murs puisqu'on a des projets de nouvelles formations. On fait beaucoup de formations courtes aussi, ça y est, ça commence à arriver très très fort. On a beaucoup d'entreprises qui souhaitent se former sur justement tout ce qui est économie circulaire, éco-conception, analyse du cycle de vie. On est en train aussi d'amener de nouvelles thématiques à l'Institut de Chambéry, donc le principe de robustesse d'Olivier Hamon, et puis l'application des low-tech aussi dans le monde de l'industrie et des territoires. Voilà pour une présentation un peu rapide de l'Institut de Chambéry. Côté justement expertise à M-Valor, Joachim. Oui, alors l'Institut, c'est aussi une équipe à M-Valor avec actuellement 4 ingénieurs de recherche qui contribuent à la fois sur les projets de recherche montés par les enseignants-chercheurs de l'Institut autour de ces thématiques, mais aussi, comme l'expliquait Christophe, un certain nombre de collaborations et de projets partenariaux avec des industriels. Où on vient apporter notre expertise sur l'évaluation de l'impact environnemental des produits et des nouvelles technologies qui sont développées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nombre de projets financés dans la recherche, les financeurs s'intéressent aussi à cette question environnementale et conditionnent aussi les financements à ce qu'on regarde l'aspect environnemental des nouvelles technologies développées. Et donc, ce qui nous amène aussi beaucoup à intervenir dans ce cadre-là. Et donc, l'équipe de recherche est rattachée au laboratoire I2M de Bordeaux au niveau de Chambéry. Petite question quand même à vous deux. On en parle de plus en plus. Il y a une charge absolument énorme autour de plein de thématiques. Comment vous arrivez à gérer avec petite équipe malgré tout l'ensemble des demandes qui vous sont poussées au quotidien? Alors, c'est peut-être aussi l'avantage d'une petite équipe, c'est qu'on n'a pas de mal à communiquer entre nous. Et effectivement, les demandes arrivent soit du côté formation, soit du côté valorisation, avec parfois des demandes croisées. Donc voilà, on s'organise pour traiter ces demandes lorsqu'elles arrivent. Pour répondre au plus proche du besoin des industriels, organiser un temps d'échange en appliquant les collaborateurs qui sont les plus pertinents, que ce soit côté enseignants-chercheurs, activités de formation ou valorisation pour les ingénieurs. La recherche joue un rôle très important dans la valorisation effectivement de ces expertises, que ce soit par des missions ou par la formation continue, la formation courte. L'avancée de la recherche permet justement de venir alimenter nos formations et de nous positionner très très clairement par rapport à une concurrence en amenant effectivement, en permettant de monter une montée en compétences qui va beaucoup plus loin que ce qui se fait parfois chez d'autres organismes. La prochaine slide.
Donc on va parler un peu, exposer le concept d'économie circulaire et comment est-ce qu'on positionne l'éco-conception au milieu de l'économie circulaire. Alors on a une représentation graphique qui est bien connue des gens qui travaillent sur ces sujets-là, qui est ici repris à partir de ce qui a été établi par la fondation Hélène Mercature, où on fait un parallèle en fait entre les flux biologiques qui sont renouvelables, donc les flux de la nature, et des flux qu'on connaît qui se renouvellent, et les flux technologiques qui eux aujourd'hui dans nos économies sont très linéaires, c'est-à-dire qu'on extrait des ressources, le produit a sa vie en utilisation, qui peut être plus ou moins longue selon la nature du produit. Évidemment, un bien d'équipement industriel n'a pas le même cycle de vie qu'un bien de consommation. Et dans nos économies telles qu'elles se sont développées au cours du XXe siècle, on était dans une économie très linéaire, c'est-à-dire qu'après une utilisation, le produit devenait un déchet et les ressources étaient entre guillemets perdues. Et l'idée de l'économie circulaire, c'est évidemment de ne pas perdre la valeur de ces ressources et de créer des boucles. Alors quand on parle de boucles, on pense beaucoup au recyclage aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, c'est-à-dire qu'à chaque étape du cycle de vie, on peut maintenir la valeur du produit ou d'une partie du produit ou de la matière. Et donc ça passe par penser le produit dès sa conception pour qu'il soit réparable ou maintenable facilement pour le maintenir le plus longtemps possible en usage, ou par des concepts d'utilisation partagée, donc passer à la vente de l'usage du produit et non pas à la possession du produit. Et sur des boucles plus larges, on parle beaucoup aujourd'hui de remanufacture ou de retrofit, c'est-à-dire qu'on va venir remettre à jour et à niveau des produits qui seront devenus obsolètes techniquement ou usés, mais sans jeter l'intégralité du produit. Et puis il y a tout l'aspect de circularité des matières avec le recyclage, qui est aussi très complexe, parce qu'on imagine parfois que certains matériaux, notamment dans les matériaux métalliques, sont cyclables à l'infini. C'est beaucoup plus complexe que ça, parce que on travaille des alliages, et que quand on récupère des produits en fin de vie, on a un mélange, même si on a une base commune, qui fait qu'on ne récupère pas l'intégralité des propriétés. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Alors évidemment sur les matériaux métalliques, mais aussi sur les polymères, où c'est très complexe, parce que là aussi on a tout un tas de composants qu'on ne maîtrise pas forcément, et qui font que les matériaux secondaires ne sont pas si simples que ça à réutiliser, où on ne trouve pas si facilement ça, un exutoire à tous ces matériaux. Et c'est un peu sur toutes ces questions-là qu'on travaille à l'Institut de Chambéry. Alors je dirais, outre peut-être, excusez-moi, ce travail de recherche où la complexité est bien présente, il y a quand même aussi une autre notion, c'est le bon sens. Oui, alors le bon sens, hein, c'est ça. Oui, le vrai bon sens de savoir s'interroger sur un produit peut-être quand même. Oui, alors la réflexion sur le produit, on l'a au travers ce qu'on va voir par la suite du cycle de vie, c'est-à-dire que l'éco-conception permet d'agir, de repenser le produit. C'est un angle de réflexion intéressant pour les entreprises, parce que ça les amène à se réinterroger sur leur offre et sur leurs produits d'une façon différente, notamment de réinterroger le besoin, notamment quand on parle de biens de consommation. On le voit dans certains types de biens où il y a une surenchère d'innovation et qui ne répond pas nécessairement à un juste besoin. C'est aussi un sujet sur lequel on a pas mal travaillé à l'Institut, c'est-à-dire que minimiser l'impact environnemental d'un produit, c'est déjà ne pas le sur-spécifier, et le spécifier de façon à répondre à un vrai besoin de l'usager de ce produit. Et ça amène aussi tout un tas de réflexions derrière. Et puis l'éco-conception est source d'innovation. Ça amène effectivement, comme le disait Joachim, à s'interroger sur aussi l'utilisation du produit.
Typiquement, si on prend un exemple, un masque de ski, finalement, pourquoi créer un énième masque de ski quand on sait qu'il y en a déjà plein dans nos rayons et que c'est quelque chose qui peut-être va être utilisé 50 heures dans l'année. Ça va dépendre du skieur en fait et de sa passion pour la montagne. Et à un moment, d'avoir des ingénieurs qui chez nous s'interrogent sur ces questions et se disent est-ce que finalement ce masque de ski pourrait-il pas servir à autre chose qu'à faire du ski? Est-ce que ça pourrait demain être aussi un masque qui serve à faire du VTT de descente, à faire du parapente, à faire... Et d'un coup, ça amène à repositionner un produit différemment et ça amène à injecter énormément d'innovation dans le produit pour en faire un produit qui prenne une autre envergure et dont l'utilité en fait ne se limite pas à quelques dizaines d'heures dans l'année, quoi. Alors cet aspect d'aborder la circularité du produit, aujourd'hui elle se joue sur différents leviers d'action. L'ADEME a représenté ça sous forme de 7 leviers d'action qui va de l'offre des acteurs économiques, donc des entreprises aujourd'hui, en travaillant à la fois sur leur chaîne de valeur amont, avec leur chaîne d'approvisionnement, l'éco-conception dont on va plus particulièrement parler dans cette présentation, l'écologie industrielle et territoriale qui est là plus une organisation locale pour que les déchets d'une entreprise ou d'acteurs territoriaux deviennent les flux d'entrée d'autres entreprises et donc qu'on cherche à utiliser au maximum toutes les ressources qui sont générées par les tissus économiques. L'économie de la fonctionnalité qui est là le passage à l'usage du produit et non plus à la vente du produit en tant que tel. Et puis derrière, ce qui va concerner plus le comportement des consommateurs et le recyclage pour la fin de vie. Et donc on va s'intéresser plus spécifiquement ici sur ce qu'est l'éco-conception, qui est un concept qui peut, comme on l'a dit, amener l'entreprise à innover et qui va lui permettre de travailler sur son impact environnemental. Donc là-dedans, il y a 2 notions qui sont fondamentales quand on parle d'éco-conception. La première, c'est qu'on a une pensée cycle de vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à une phase de vie du produit. Historiquement, l'environnement est entré dans les entreprises par la norme ISO 14001. Donc on s'est beaucoup intéressé en premier lieu à l'impact direct des sites industriels sur son environnement. Et puis on a petit à petit pris conscience que les impacts environnementaux n'étaient pas générés que sur le site industriel, mais pouvaient être beaucoup plus importants sur comment est utilisé le produit, qu'est-ce qui va devenir en fin de vie, etc. D'où l'importance, ce qu'on voyait sur le schéma initial, de s'intéresser à l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit, de l'extraction jusqu'à sa fin de vie. Et puis la deuxième notion fondamentale, c'est une approche multicritère. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on parle beaucoup du changement climatique, qui est évidemment un enjeu très important et très impactant pour l'ensemble des sociétés, mais ce n'est pas le seul enjeu environnemental. Donc ici, on a une petite représentation, que ce soit sur l'extraction et l'appauvrissement des ressources, que ce soit naturelles comme l'eau ou les ressources minérales et fossiles au niveau énergétique, et puis des problématiques qui vont toucher à la santé humaine avec des problématiques de pollution ou à la qualité des écosystèmes avec la gestion des déchets ou l'eutrophisation de l'eau. Donc dans une démarche d'éco-conception, on va toujours chercher à avoir cette approche holistique à la fois du point de vue du cycle de vie, mais aussi des impacts environnementaux, pour sortir aussi un peu de ce qu'on appelle ce focus carbone qui aujourd'hui pilote aussi à raison beaucoup des réglementations et beaucoup des contraintes qui vont peser sur les entreprises. Mais si on veut réellement prendre en compte tous les enjeux environnementaux, il faut vraiment avoir cette vision globale des impacts environnementaux.
Et si on élargit un peu le scope, on a un concept qui est apparu il y a quelques années, en 2017, avec le concept du donut qui représente en fait l'espace dans lequel on peut avoir une société soutenable, compris entre un socle ou un plancher social, donc c'est-à-dire respecter les minima sociaux qui font le bien-être humain, et un plafond environnemental qui fait que si on dépasse un certain nombre de limites environnementales, notre écosystème planétaire n'est pas viable à long terme. Et donc ça, cette approche systémique, l'idée, ça va être à chaque fois d'éviter les transferts d'impact quand on va reconcevoir nos solutions. Donc là, on peut parler de la solution d'un produit qui a été développé. On va essayer de l'améliorer via une démarche d'éco-conception sur l'angle de ses impacts environnementaux. L'idée, ça va être d'éviter des transferts d'impact entre phases de cycle de vie. Et parce qu'on peut réduire sur certains aspects, mais augmenter sur d'autres. Et la même chose peut se produire sur les impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'on peut choisir de travailler par exemple à la réduction de la consommation d'énergie d'un produit, mais en faisant appel à des ressources qui sont plus impactantes sur l'environnement, etc. Et donc c'est cette vision holistique qu'on essaye d'avoir systématiquement quand on a une approche d'éco-conception sur les produits. Et donc cette démarche, elle peut s'incrémenter à différents niveaux. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce graphique, mais l'idée c'est de dire qu'on peut avoir une approche qui va de travailler sur des matériaux ou des composants d'un produit. On peut améliorer l'impact environnemental par ce biais-là, mais le potentiel qu'on appelle d'éco-efficacité, c'est-à-dire le service rendu versus l'impact environnemental généré par la production et l'usage du produit, va être plus limité que si on va sur des niveaux plus généraux, qui peuvent aller jusqu'à une rupture technologique qui va apporter un vrai plus environnemental, et jusqu'à de l'innovation, donc ce qu'on appelait l'économie de fonctionnalité. On a une innovation système produit-service, où on passe de la vente du produit et de sa possession à la vente de l'usage, et qui peut générer des gains beaucoup plus intéressants, dans le sens où la conception du produit va être maximisée, puisque le concepteur, fabricant, va aussi en garder la possession, et va avoir intérêt à prolonger sa durée de vie au maximum, à limiter le coût de sa maintenance et son entretien pour un service rendu équivalent, et ça se répercute sur les impacts environnementaux du produit. Et donc, pour la mise en œuvre au niveau de l'entreprise, alors il y a plein d'enjeux pour l'entreprise dont elle n'est pas toujours consciente. Les entreprises en sont de plus en plus conscientes, mais que ce soit d'un point de vue interne ou externe, d'un point de vue interne, il y a tout un tas d'intérêts pour attirer les talents, fédérer les équipes, stimuler l'innovation. Et aussi d'un point de vue sécurisation de ces filières amont, oui. On voit aujourd'hui, avec les différentes crises qu'on a traversées plus récemment, les risques liés aux matières premières et la disponibilité des ressources. Donc c'est un axe qu'on va aussi pouvoir travailler au travers de l'éco-conception. Et d'un point de vue externe, il y a évidemment des aspects de différenciation ou d'image de marque vis-à-vis des marchés des entreprises. Et aussi tout un tas d'aspects liés à la réglementation qui évolue et répondre à des exigences clients autour de ça. Et donc on voit effectivement, donc ça se décline autour d'exigences stratégiques, réglementaires et économiques. Et c'est vrai qu'on voit aussi des entreprises venir nous chercher aujourd'hui parce qu'elles sont sollicitées par leurs clients sur des aspects environnementaux. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas, ne serait-ce qu'il y a 5 ou 10 ans, et qui évolue très rapidement, aussi impulsé par les réglementations européennes.
Et d'où la nécessité pour les entreprises de s'adapter, soit de façon volontaire, soit de façon impulsée par le marché et par l'environnement dans lequel elles évoluent. C'est clairement aujourd'hui, on va dire, les 3/4 de nos demandes. Quand les entreprises nous contactent pour de la formation courte, à l'Institut de Chambéry, c'est toujours sur des thématiques d'éco-conception et d'analyse du cycle de vie. On sent qu'on est là au cœur des enjeux dans leurs relations aussi avec leurs clients et elles souhaitent réellement monter en compétence pour celles qui n'y étaient pas encore allées, on va dire. Donc c'est vraiment un point très très important aujourd'hui, la demande que l'on reçoit. Et donc, en termes de structuration, un des éléments pour lesquels on vient nous chercher, que ce soit en termes de formation ou aussi d'accompagnement des entreprises, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour structurer justement cette démarche d'éco-conception. Donc là, on a un schéma qui récapitule un peu ça. On va toujours partir de la compréhension du contexte de l'entreprise, de sa situation d'un point de vue stratégique, réglementaire, de son environnement concurrentiel aussi sur les thématiques de l'environnement. Et ensuite partir de l'évaluation des aspects environnementaux significatifs, c'est-à-dire sur ses produits, sur son offre, où sont les enjeux environnementaux. On verra juste après la méthodologie fondamentale qui nous sert à faire cette évaluation-là. Et à partir de ça, pouvoir décliner des lignes directrices d'éco-conception et donc définir une stratégie, un plan d'action qui vont permettre de travailler sur tous ces aspects environnementaux. Et cette logique-là va être construite dans un plan d'amélioration continue, dans les logiques qu'on retrouve dans tous les systèmes, les normes de management type 50001, 14001, etc. Ces démarches-là sont aussi structurées de cette façon-là. Et puis l'aspect aussi vis-à-vis de l'extérieur, ça va être de s'appuyer là-dessus pour pouvoir communiquer en externe sur sa démarche environnementale. Et là aussi, les entreprises peuvent se poser beaucoup de questions. Et donc là, on va juste rentrer un peu plus dans le détail sur ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, qui est une méthodologie qui permet d'avoir cette approche holistique dont on parlait précédemment, d'évaluer l'ensemble du cycle de vie et sur l'ensemble des aspects environnementaux qui peuvent être impactés par le cycle de vie du produit. Et on va obtenir, on ne va pas rentrer dans le détail de comment s'opère cette méthodologie-là, mais juste pour illustrer les résultats qu'on peut obtenir, ici on a un résultat d'ACV qui présente l'analyse de différents types de motorisation de véhicules thermiques, électriques ou hybrides, où on voit sur 3 résultats sur 3 indicateurs environnementaux différents. Sur la gauche, l'impact carbone, changement climatique, sur lequel aujourd'hui toute l'industrie est focalisée. Mais au milieu, on a aussi l'impact sur la consommation de ressources et à droite sur l'émission de particules, donc d'un point de vue pollution. Et ce qu'on voit, c'est que sur la partie de gauche, effectivement, le véhicule thermique est plus impactant que le véhicule électrique. Mais si on prend en compte le mix électrique qui est utilisé derrière, si on n'a pas un mix décarboné, on voit que la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. A contrario, on voit que quand on regarde d'autres indicateurs, notamment sur les consommations de ressources, parce que le véhicule électrique va consommer du cuivre, des ressources critiques, que ce soit sur le cobalt ou autre pour la motorisation et les batteries. Voilà, ici on a une illustration concrète des transferts d'impact qui peuvent s'opérer. Et ça, on pourrait l'élargir à un niveau plus large si on considérait toutes les modifications en termes de structure, c'est-à-dire l'impact sur la production d'énergie qui va être nécessaire pour transformer le parc véhicule. Donc c'est typiquement le genre d'outil qu'on utilise et qu'on met en œuvre pour aborder ces questions-là et pour orienter les entreprises vers les meilleures solutions du point de vue environnemental. Voilà. Petit problème des appels.
Et donc un autre aspect important dans cette démarche-là, c'est aussi comment l'entreprise va pouvoir valoriser ça vis-à-vis de ses parties prenantes externes, que ce soit des consommateurs grand public ou des clients en B2B. Aujourd'hui, il y a un foisonnement de labels et de modes de communication. C'est pas forcément évident de s'y retrouver, que ce soit pour les entreprises ou aussi pour les clients usagers des produits. Donc derrière ça, il y a tout un cadre qui est aussi beaucoup appuyé sur l'analyse du cycle de vie dont on vient de parler. Et il y a tout un cadre normatif sur lesquels on peut aussi accompagner des entreprises et expliquer comment utiliser la démarche d'éco-conception pour structurer sa communication en respectant un certain nombre de principes fondamentaux qui sont bien décrits dans les normes relatives à ces aspects-là. Donc voilà, pour conclure, on va juste faire la transition sur comment on peut travailler avec l'Institut Arts et Métiers de Chambéry sur toutes ces questions-là. Alors, comme je l'ai expliqué un peu, ces démarches, elles peuvent se décliner à différents niveaux d'échelle. C'est-à-dire que la réflexion peut partir d'un niveau qu'on va appeler micro, c'est-à-dire très centré sur du matériau et sur la technologie de composants et d'éléments, ou évoluer vers une prise en compte plus globale de l'offre produit-service, voire de l'analyse de la filière. On a une vraie expertise aujourd'hui de certains de nos enseignants-chercheurs sur comment comprendre une filière, c'est-à-dire de l'extraction des ressources, la transformation et aussi la valorisation fin de vie des produits pour permettre la circularité, et comment développer des indicateurs, remonter les informations nécessaires au niveau des fabricants, concepteurs des produits pour permettre cette circularité-là. Et puis plus récemment, on s'intéresse aussi à une échelle encore plus large qui est l'échelle du territoire, c'est-à-dire comment on fait dialoguer, organiser les acteurs d'un territoire, qui soient industriels, autorités publiques et autres, citoyens, etc., pour permettre d'aller vers des modèles économiques plus circulaires et plus soutenables. Et donc concrètement, en termes de collaboration, on a un volet académique, donc je vais laisser Christophe parler. Oui, aujourd'hui, si on prend déjà les formations de type parcours grande école, on a une dernière année d'expertise à l'Institut de Chambéry qui porte justement sur l'éco-conception de biens et de services. On a également un programme ingénieur de spécialité qui, lui, est plutôt basé sur la question de l'environnement, de la gestion des risques. Et on a des Master Spé qui reviennent, eux aussi, sur la question de la soutenabilité, dont un particulièrement sur l'éco-innovation et sur l'éco-conception. Donc, sur la partie, on va dire, formation courte, beaucoup d'entreprises aujourd'hui nous contactent pour ces questions. On est en train de monter, nous, des modules spécifiques. On cherche également à faire des dépôts auprès de France Compétences pour rendre ces modules certifiables. Ce qui permet aussi à des personnes qui ne sont pas du monde de l'entreprise, mais qui sont à un moment entre deux entreprises en reconversion, de pouvoir aussi faire financer ces formations. Et l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie et l'économie circulaire sont vraiment les enjeux qui nous sont demandés en termes de formation aujourd'hui. Voilà. Et d'un point de vue accompagnement et transfert industriel, donc qui est plus traité côté AM Valor, alors effectivement sur tout ce qui est analyse du cycle de vie, ça peut prendre différentes formes. À la fois pour faire des analyses spécifiques sur un produit avec des dimensions recherche, parce que la CV pose tout un tas de questionnements méthodologiques et n'est pas quelque chose forcément très simple à mettre en œuvre dans certains cas. Et puis après, on va avoir tout un tas de travaux qui vont plus s'opérer dans le cadre de projets de recherche partenariaux. Autour de la structuration de la démarche d'éco-conception, éco-innovation,
des indicateurs de conception sur le cycle de vie, ce que je mentionnais précédemment, ou de nouvelles méthodologies qui vont vers une soutenabilité, enfin la prise en compte de la soutenabilité de façon globale, à la fois sur l'aspect environnemental, mais aussi sur la prise en compte des problématiques sociales. Et donc voilà, pour conclure, les deux filiales qui permettent d'actionner ces partenariats avec les entreprises que nous représentons, Christophe et moi, aujourd'hui. En vous remerciant beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, pour vous contacter, c'est très simple, on va sur le site internet de l'Institut de Chambéry et on a à minima toutes les coordonnées pour pouvoir vous contacter. Tout à fait. Totalement. Merci beaucoup. Merci. Merci.